le psychologue humaniste américain, Abraham Maslow disait: si le seul outil dont vous disposez est un marteau, vous verrez tout problème comme un clou. Selon lui, la capacité humaine à toujours s'adapter face à de nouvelles situations reflète une grande partie de l'intelligence. Adapté au monde dans lequel nous vivons actuellement, un monde en réchauffement permanent, la question se pose de savoir de quel outil nous devons nous saisir pour prendre cette situation à bras-le-corps et s'adapter. Alors, quelle est la solution ? C'est une question que je me pose depuis des années, et si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être parce que tu te la poses aussi. Je suis Léa Ottinger, j'ai 23 ans, et je suis persuadée que les réponses sont plurielles et qu'elles proviennent avant tout des nouveaux récits qui doivent nous aider à penser différemment et vivre en se rapprochant de l'essentiel. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je veux aller à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent tous les jours pour faire advenir un lendemain désirable en construisant un présent qui l'est déjà, fait d'émerveillement, de joie simple et de vision alternative de voir et vivre dans notre monde. Et c'est au micro d'Echo Eclipse que vous entendrez le récit. Bienvenue dans ce podcast, et tout de suite, place à un nouvel épisode. Depuis son enfance, Véronique est passionnée par les écosystèmes qui l'entourent. Au fil des années, elle a assisté à l'artificialisation des sols et le déclin massif de la biodiversité. C'est en 2021 qu'elle et son mari, Guy, se lancent dans leur projet Oasis de biodiversité. Un projet qui consistait à recréer sur un terrain vague un jardin naturel, c'est-à-dire qui redonne naissance à une diversité d'espèces végétales et animales. Situé au centre de Bischwiller, une commune alsacienne, ce site luxuriant accueille depuis 2 ans divers publics dont beaucoup d'enfants que Véronique et Guy tentent de sensibiliser au mieux aux services rendus par ces écosystèmes naturels. Au micro d'Echo Eclipse, Véronique nous raconte l'histoire de son parcours et celle du projet. Coucou Véronique, merci de m'accueillir dans cette oasis de biodiversité. On est samedi matin, on est le 10 mai et on est très chanceuse d'avoir cette journée de printemps absolument merveilleuse. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Bonjour Léa, tout d'abord merci d'être venue à ma rencontre dans l'oasis de biodiversité. Je vais très bien par cette magnifique journée de printemps. Le ciel est bleu, le soleil brille et on entend parfois de petits oiseaux. Je suis ravie. Je suis ravie aussi. C'est la première fois que j'enregistre à l'extérieur aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Là, on entend les oiseaux. Je ne sais pas si un oiseau se rapproche un peu plus, si on pourra l'entendre, mais ça pourrait être, ça pourrait être merveilleux. Alors, toutes les deux, on s'est rencontrées il y a à peu près 2 mois à Haguenau. Haguenau, c'est une ville du Bas-Rhin, en Alsace. Et en fait, on avait été, c'était un petit événement organisé par la mairie d'Haguenau. C'était un petit déjeuner de l'écologie sur le thème de la biodiversité. Mhm. Et j'étais là pour parler un petit peu de mon parcours et tu étais là pour représenter notamment cette oasis de biodiversité dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On va revenir sur tout ça. Est-ce que d'abord, Véronique, je peux te demander de te présenter, s'il te plaît, comme tu le souhaites? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Véronique Kratz, j'ai 62 ans. Je suis originaire de Moselle, du secteur de Bitche, où j'ai grandi. J'ai vécu là-bas durant mon enfance dans un petit village qui s'appelle Lemberg, donc vraiment à la campagne. J'étais beaucoup dans la nature. Je me souviens que je grimpais dans les arbres, on construisait des cabanes dans les arbres. On était beaucoup dans la nature en fait à l'époque. Voilà où j'ai grandi. Et après, au bout de quelques années, en 90, nous nous sommes installés en Alsace, où nous avons donc fondé notre famille et où mon côté professionnel, voilà, j'ai également travaillé en Alsace et un petit peu en Allemagne. Voilà, et peut-être un lien avec la nature aussi, c'est que j'ai travaillé durant ma carrière dans une entreprise qui faisait des produits diététiques, donc avec une certaine éthique, avec un accent mis sur les produits naturels, que ce soit les peintures, les cosmétiques ou encore les produits d'alimentation. Donc peut-être que ça m'a beaucoup plu, et c'est peut-être un lien avec la nature, avec le naturel déjà à l'époque. Ok. Et maintenant, aujourd'hui, tu es à Bischwiller, donc c'est pas loin d'Haguenau, c'est toujours dans le Bas-Rhin. Et qu'est-ce qui t'a... Pourquoi Bischwiller? Bischwiller, c'était un petit peu le hasard. On a vécu quelques années en région parisienne, dans le Val d'Oise, et on a souhaité se rapprocher de notre famille. Donc l'Alsace, c'est pas très loin de Bitche, du secteur de notre famille. Et donc on s'est installé à Bischwiller pour différentes raisons. On avait fait le choix de n'avoir qu'une voiture et on travaillait tous les deux.
Et donc, ça permettait à mon mari qui travaillait à Strasbourg de prendre le train tous les jours pour aller travailler à Strasbourg. Donc, Bischweiler-Strasbourg, ça se fait très bien. Il y a de bonnes dessertes et Bischweiler aussi pour nos enfants, pour la scolarité. Donc, le côté pratique, un petit peu écolo aussi. Voilà la motivation pour Bischweiler. Bah, j'habite pas très loin et pourtant c'est la première fois que je viens à Bischwiller et je me suis garée à 10 minutes à pied de l'oasis de biodiversité donc j'ai un peu eu le temps de voir Mhm. Bischwiller et je trouve que c'est très joli, ça a l'air assez vert. Est-ce que c'est le cas ou c'est juste de là où je suis venue? Effectivement, c'est assez verdoyant. On a une trame verte le long du Rotbechel qui traverse un petit peu Bischweiler, un joli parcours aménagé pour les balades. Donc, effectivement, il y a un côté verdoyant d'une petite cité de 13 000 habitants. Tout à fait. Ok. Tu commençais un petit peu à évoquer ta carrière professionnelle et ton lien avec voilà, l'environnement, la biodiversité. Moi, je suis curieuse de savoir un petit peu d'où tu viens professionnellement. Enfin, qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as travaillé dans toute ta vie? Alors, ma carrière est déjà assez longue, hein, puisque j'ai 62 ans. Donc, un petit peu par le fruit du hasard, j'ai fait une grande partie de ma carrière professionnelle dans les achats et la gestion de stock et la logistique. Donc, dans une petite PME dont je parlais tout à l'heure à la Mm. Vanzeno pendant 10 ans et après 10 ans en Allemagne aussi, parce que j'ai la chance de maîtriser l'allemand et donc j'ai travaillé 10 ans comme acheteuse aussi en Allemagne pour des produits d'accueil pour l'hôtellerie. Ok. Et après ces 20 ans donc dans des entreprises, achat et gestion de stock, j'ai choisi un petit peu, suite à un problème au niveau du travail, de me former à nouveau. Et j'ai été à l'université de Strasbourg pour faire comme une reconversion. Donc pendant 2 ans, j'ai préparé un master de didactique des langues et notamment de FLE aussi, français langue étrangère. Et suite à ces études, j'ai eu la chance de travailler 3 ans dans une école primaire en Allemagne pour enseigner le français, mais également les sciences naturelles et d'autres matières à des enfants âgés de 6 ou 7 ans. Ok. Et à cette occasion, comme je faisais des sciences naturelles, j'ai aussi initié quelques beaux projets aussi à l'époque, notamment un projet avec les pollinisateurs, les arbres fruitiers, avec les abeilles et tout ça, et des sorties dans la nature. Donc, c'était une occasion parce que j'avais beaucoup de champs libres, beaucoup d'initiatives et je pouvais mener des projets comme ça. On allait donc de la plantation d'un arbre jusqu'après, à l'automne suivant et grâce à un autre pommier, bien sûr, mais de faire du jus de pomme directement sur le champ dans la prairie. Donc, Incroyable. vraiment un petit peu que les enfants voient un petit peu tout, de la graine aux fruits, je dirais. Ok, donc tu as cette fibre Mhm, pédagogique en mhm, fait déjà en mhm, toi et tu parlais d'une nouvelle formation que tu as fait, mhm, d'une espèce de reconversion. mhm. C'était quoi ta formation initiale? Ma formation initiale, je dirais que moi, par, je ne sais pas, un concours de circonstances, j'avais arrêté mes études alors que j'étais en terminale. J'avais arrêté mes études, mais au bout de quelques années, c'était comme un manque en moi. Je ressentais le besoin quand même de finir un parcours inachevé. Hmm. Et donc, j'ai fait par correspondance, en parallèle à ma vie professionnelle, un diplôme d'accès à l'entrée à l'université qui me permettait donc de faire des études à l'université. J'ai fait par le biais d'études à distance, toujours en cours du soir et à distance, une licence d'allemand. Voilà. Et après, avec cette licence d'allemand, bien sûr, ça me facilitait les choses pour le côté professionnel, l'international, le franco-allemand, les relations avec les fournisseurs. Et après, donc, de passer à l'étape d'enseignement des langues. Et j'ai également enseigné des cours d'allemand. J'ai donné des cours d'allemand à des adultes, pardon, par le biais de l'université populaire. Donc, j'ai enseigné aussi à des adultes. Donc, j'avais ce côté d'enseigner un petit peu avec des enfants et également des adultes. Génial. Voilà. Et tu dis que tu enseignais déjà un peu les sciences Mhm, naturelles et tu mhm, parles de ces projets mhm, liés à la mhm, biodiversité que mhm, tu initiais. mhm. Ça vient d'où, ces connaissances, cette appétence pour tout ça? J'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup préserver la nature, sensibiliser à la nature, et donc ça s'est fait tout naturellement parce que dans ces classes-là, on faisait aussi des travaux, des ateliers sur les hérissons, on apprenait différents animaux, et donc bien sûr je me suis formée aussi pour après partager ça avec les enfants. Ok, Donc les absolument. sciences naturelles, ça me correspondait bien, plus encore que le français langue étrangère, je Ok, dirais. ouais. Ce qui est assez différent, bon, c'est les langues et les sciences naturelles, Mhm. mais c'est vrai que ça t'a permis, du coup, ce côté franco-allemand, de Oui, tout pouvoir à fait. toucher un public plus large et peut-être de découvrir, je sais pas si tu as remarqué des différences de sensibilité entre, je sais pas, les enfants allemands ou les enfants français, ou pas forcément.
Ce qui m'a marqué, c'est que les petits Allemands, là, dans cette école primaire où j'enseignais, ils venaient à l'école avec leur Frühstücksbox, c'est-à-dire Mhm. qu'ils ont une petite Mhm. boîte pour le petit déjeuner. Et le petit déjeuner à l'école, le goûter, c'est vraiment un moment de pause. Et il n'y a pas des biscuits industriels, des choses comme ça. Il y a des morceaux de concombre, il y a des carottes, il y a des pommes, il y a un peu de pain, il y a des choses comme ça. C'est des petits déjeuners, enfin des goûters, pardon, beaucoup plus équilibrés, plus sains. Ça m'a frappé. Et c'est vraiment un vrai goûter, mais préparé aussi un petit peu avec la conscience du Mhm. moins sucré. Ça m'a frappé. Ouais, 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 le Frühstück allemand, surtout quand on est alsacien, je trouve qu'on a beaucoup tendance parce que c'est une grosse différence Mhm, entre les petits mhm, déjeuners sucrés des Français, mhm, où on a tendance aussi à faire plus manger nos enfants des céréales ou mhm. ce genre de choses industrielles. Et, euh, et bon, c'est un tout autre sujet, mais en tout cas, c'est super intéressant. Sur ton parcours, tu parlais de ton enfance à Lemberg c'est un village que je connais. Moi, j'habite pas si loin que ça, à Mhm. Innvillers. Donc, c'est une enfance plutôt proche de la nature. Est-ce que toi, aujourd'hui, du coup, tu disais, tu as 62 ans, est-ce qu'il y a des choses, quand tu reviens à Lemberg ou même de manière générale en Alsace, concernant la biodiversité, des choses qui ont profondément changé? Là, ma question, elle sous-entend un peu les conséquences de l'activité humaine. Est-ce que toi, au cours de ta vie, il y a des choses qui t'ont frappé, des choses que tu remarques, des choses que tu te dis sur tout ça? Ben, je reviens régulièrement à Lemberg puisque mon papa a toujours sa maison à Lemberg. Donc, avec mon conjoint, on entretient le jardin. C'est plutôt aussi là-bas, le jardin, c'est une réserve de biodiversité aussi puisqu'on n'y plante plus trop parce qu'on y va trop rarement. Par contre, on laisse pousser les herbes et c'est vraiment une belle réserve de biodiversité. On a l'occasion parfois d'y observer un chevreuil au fond du jardin parce que c'est une zone de quiétude, donc il en profite. Voilà, donc la biodiversité est là. Le village, bien sûr, entre le village que j'ai connu enfant et maintenant, c'est vraiment différent. À l'époque, le cristal faisait vivre la région. Donc, il y avait une cristallerie à Lemberg, ça faisait vivre les ouvriers, etc. Les jeunes travaillaient là-bas. Donc, beaucoup de choses ont changé. Après, Lemberg reste un village très verdoyant, forcément, puisque c'est dans le parc des Vosges du Nord. Je suis aussi membre du club vosgien, donc les sentiers sont entretenus là-bas. Il y a aussi ce lien effectivement avec la nature, avec l'accessibilité aussi des visiteurs, des gens à la nature grâce au club vosgien, en entretenant les sentiers. Ok. Et moi, il y a en lien avec la biodiversité, il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question de l'artificialisation des sols. Toi, est-ce que quand tu étais adolescente, enfin, est-ce que c'est quelque chose visuellement que tu remarques? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a vraiment une grande différence entre il y a 40 ans et Mhm. aujourd'hui? Oui, on constate effectivement, même dans les villages, les maisons sont différentes, les anciennes maisons sont rénovées avec tous les matériaux d'isolation, etc. C'est vrai que les interstices, les petites ouvertures qui existaient dans les maisons dans le passé, qui permettaient notamment aux hirondelles de nicher, de rentrer, de sortir tout le temps à leur guise, tout ça c'est fermé, c'est isolé. Bien sûr, ça fait des économies d'énergie, tout ça c'est bien. Mais par rapport à la biodiversité, je pense qu'avec l'évolution de nos façons d'habiter, l'évolution de la construction de nos maisons, donc on a perdu une certaine biodiversité, notamment pour les oiseaux. Et actuellement, il y a beaucoup plus de cours de maisons qui sont soit pavés, ça va encore quand c'est des pavés perméables qui permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer. Mais malheureusement, de plus en plus de cours de maisons, de nouvelles maisons de construction sont faites avec du macadam. Et donc là, il n'y a plus rien qui pénètre dans le sol, l'eau ne fait que ruisseler. Et forcément, il y a encore de la biodiversité qu'on perd. Il y a moins d'herbes qui poussent, il y a moins d'insectes qui vont pouvoir faire leur chemin. Donc je crois que l'humain, nous, humains, dans la façon de construire, dans la façon de travailler, enfin, tout a changé. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup plus de bétonisation et maintenant, ça incite même certaines structures à revenir en arrière, notamment en faisant des programmes de débétonisation des cours d'école. Que l'eau de pluie puisse ruisseler, que les enfants soient un peu plus au vert, également par rapport au changement climatique. Il fait trop chaud dans les cours d'école. Donc même pour les enfants, c'est plus très bien. Donc maintenant, on revient en arrière, mais ça fait des années qu'on a été dans le béton, dans le macadam. Ouais, enfin, tu parles des écoles et des cours primaires. Moi, j'habite à Strasbourg maintenant et il y a une école, alors je sais pas
comment elle s'appelle. C'est une école à Strasbourg, une école primaire en face du palais de justice. Et tous les jours, je passe devant celle-ci en vélo. Et en fait, c'est une cour qui est juste bétonisée. Il y a deux, trois arbres qui ombragent la cour, mais effectivement, c'est un vrai sujet. Donc c'est sûr que on a perdu cette nécessité de la biodiversité, de comprendre à quel point elle nous est bénéfique aussi, quoi. Et on a l'impression que c'est beaucoup plus confort pour nous Mhm. d'artificialiser. Mhm. Au final, ça nous permet juste, voilà, d'être dans un confort superficiel, d'accéder plus vite à Mhm. certains Mhm. sites, etc. Mhm. On se rend pas compte, ou alors on commence à s'en rendre compte peut-être Mhm. maintenant avec le changement climatique et notamment le réchauffement, mais aussi les inondations les crues qui sont de plus en plus Nombreuses. nombreuses que ça nous bénéficie pas du tout, quoi. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Juste avant de commencer à parler d'oasis de biodiversité, alors aujourd'hui tu habites à Bischwiller avec ton mari Guy, qui a aussi une place très importante dans ce projet. Tu fais quoi aujourd'hui? Tu me parlais d'un contrat Mhm. que tu viens de terminer? Oui, donc j'ai travaillé jusqu'au 14 avril, donc j'ai travaillé à la région Grand Est et ça fera la transition aussi par rapport à Mhm. l'Oasis parce que c'est pas tout, c'est une drôle de coïncidence. Donc j'ai travaillé à la région Grand Est dans le secteur du transfrontalier justement et je faisais partie d'un groupe de travail de la Conférence du Rhin supérieur pour des projets de jeunesse notamment et je travaillais aussi sur la mobilité des jeunes via le dispositif Erasmus. Ok. Ça, c'était mes dernières missions professionnelles. Et actuellement, je suis un peu dans une phase de réflexion professionnelle, de réflexion globale pour voir un petit peu comment je me positionne et quels sont mes projets. Ok, super intéressant. En tout cas, ce que je vois dans ton parcours, il y a un fil rouge, c'est la jeunesse et l'environnement et, Et le euh, transfrontalier. et le transfrontalier, Ça a aussi effectivement. été un fil rouge durant toute ma carrière professionnelle. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup avec l'Allemagne surtout, à l'international aussi, mais surtout avec l'Allemagne. Même dans les achats, j'avais des fournisseurs allemands. Enfin, Ok, l'Allemagne aussi, ouais, beaucoup. ok. Ouais. Est-ce que tu connais le kaléidoscope à Oui, Strasbourg bien sûr, oui, oui, Bah, c'est là que je travaille, du coup. Et donc, il y a vraiment ce lien oui, oui. transfrontalier aussi très, très riche au kaléidoscope. Donc, J'y étais plusieurs fois pour des ok. réunions et c'est un lieu que j'aime beaucoup. Bah, Oui, la j'aime prochaine beaucoup. fois que tu y passes, n'hésite pas à m'envoyer un message, j'y suis toute la semaine. J'y manquerai pas. C'est un chouette lieu. Je trouve que c'est vraiment une belle création. Et surtout maintenant que le tram permet d'y Ouais, accéder via un petit passage piéton, là, c'est super. Ouais, carrément. ouais. Alors, la région Grand Est, qui a aussi eu bah, un rôle Déclencheur. déclencheur dans votre projet Mm. Oasis de biodiversité. Est-ce que, pour commencer, voilà, tu peux nous dire qu'est-ce que Oasis de biodiversité, d'où ça vient, et nous Mm. parler du rôle de la région Grand Est dans Mm. tout ça? Avec plaisir. Donc, tout a débuté en 2021 grâce à la ville de Bischwiller. Elle a relayé un appel à projet pour initiative citoyenne pour la biodiversité de la région Grand Est. Donc, c'est la ville qui l'a relayé et j'ai tout de suite été très intéressée par cet appel à projet. Je l'ai lu, j'ai un petit peu réfléchi et vraiment, ça a vibré tout de suite en moi. Initiative citoyenne, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être une association, quelques personnes qui se réunissent et qui portent ce projet, ça peut marcher. Donc, j'en ai parlé bien sûr tout de suite à mon conjoint. Il était d'accord pour me suivre. Et on en a parlé à quelques amis aussi qui ont été d'accord. Et donc, ça s'est fait en fait pendant la période Covid. 2021, c'était la période de la pandémie. Et donc, on a même fait des visios, des réunions visio, quoi, des choses comme ça pour avancer sur ce projet. On était cinq, six personnes motivées. Et donc, on a gratté le dossier, j'ai gratté le dossier qu'on a déposé pour qu'il soit soumis à la commission, à la région Grand Est, pour voir s'il était pris en compte ou pas, validé ou pas. Et donc, on a eu la bonne nouvelle à l'automne 2021 que notre projet était retenu et qu'ils étaient prêts à nous financer pour l'achat des plantes, le matériel qu'il fallait, etc. Et en parallèle, bien sûr, du dépôt du projet, il fallait un terrain. Et donc, en parallèle, j'ai sollicité la municipalité de Bischwiller afin de voir s'il y avait un terrain à disposition. Et on a convenu donc de ce petit terrain de 900 mètres carrés qui nous mettra à disposition gratuitement pour notre projet de plantation pour la biodiversité. Et ce terrain, il se trouve où un petit peu à Bischwiller pour recontextualiser le lieu? Oui, donc l'oasis de biodiversité se trouve vraiment assez au centre de Bischwiller, non loin du lycée professionnel Goulden et de l'église protestante. Donc c'est assez central.
Et c'est comme un petit cocon parce qu'il est protégé par un long, long mur en briques. Et donc, ça fait comme un petit cocon préservé, préservé souvent du bruit, préservé aussi des intrusions, un lieu de calme, voilà. Et qu'est-ce que c'était avant comme lieu? Tu m'as montré une photo en arrivant. Il y avait deux, trois arbres sur le terrain et c'est juste à côté d'une piste routière pour les Mhm, vélos. mhm. Donc, effectivement, notre terrain se situe à côté d'une piste d'éducation routière où les enfants apprennent à faire du vélo. Et c'est un petit terrain, donc juste attenant. Et avant qu'on prenne en main l'Oasis, je dirais, qu'on prenne ce projet en main, il y avait uniquement de l'herbe, donc c'était une zone stérile, on peut dire. C'était uniquement de l'herbe qui était tondue très très régulièrement, et donc aucune fleur n'avait la chance de pousser, aucun insecte ne pouvait s'y réfugier, voilà, aucun oiseau ne pouvait s'y reposer. C'était vraiment stérile comme terrain. Et quelles ont été les premières étapes quand vous êtes arrivé ici? Alors toi, tu as des connaissances en biodiversité. Là, ça fait 1 heure que je suis là. Toi et Guy, vous m'avez fait visiter, donc ton mari, vous m'avez fait visiter l'Oasis. Et donc c'est un endroit absolument merveilleux. La première chose que j'ai dit, c'est que voilà, c'est très très apaisant. Euh, j'ai vu que Guy a énormément de connaissances aussi. En tout cas, il sait reconnaître toutes les fleurs, tous les petits arbustes, absolument tout ici. Comment est-ce qu'on façonne? Comment est-ce qu'on... Voilà, il y a un peu une vision d'architecte là-dedans. Mhm. Alors tout à fait. Mon mari, je dois dire, il est passionné de jardinage naturel, hein, j'insiste bien sur le naturel. Mm. Depuis très très longtemps, on a la chance d'avoir un petit jardin donc à Bichelaire depuis 35 ans. Et c'est un jardin très naturel aussi. Donc on n'utilise pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, aucun produit chimique. C'est vraiment du jardinage bio, naturel. Et donc il avait ces connaissances qu'il a aussi, lui, engrangées au fur et à mesure des années par passion, par loisir. Les livres à la médiathèque qu'il emprunte, c'est des livres de jardinage, de biodiversité. Donc, au fur et à mesure des années, il a eu ses connaissances. Et quand on a entamé ce projet pour l'Oasis de biodiversité, moi, j'étais plutôt dans le dépôt de projet, dans la communication, etc. Et lui, c'était plutôt le choix des essences, le choix des variétés, comment concevoir, faire le plan, etc. Le côté un petit peu de l'architecte de cette oasis, c'était lui. Moi, je suis plutôt dans le relationnel, dans le réseau, acquérir de nouveaux bénévoles à notre cause et des choses comme ça. Mais vraiment, le choix des variétés, c'était mon mari. Oui, tout à Ok. fait. Mhm. Il y a... Ce que je constate, ce qu'on a vu en l'espace de 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est qu'il y a énormément d'insectes. Mhm. Alors c'est le printemps, mais on entend énormément d'oiseaux, etc. Enfin, c'est vraiment une oasis. On dirait que vous avez réussi, à première vue, à recréer de la biodiversité. Mhm. J'imagine que ça se fait pas du jour au lendemain, ou alors est-ce que, au contraire, vous avez, quand vous avez recommencé à planter, vu très vite apparaître cette biodiversité? Mhm. Alors, il y a des deux. Donc, on a commencé à planter à l'automne 2021. Et effectivement, à partir du moment où on avait commencé à planter et à ne plus tondre, ce que j'ai oublié de dire, c'est-à-dire que dès mars, quand on a eu l'accord pour ce terrain, dès mars 2021, il n'y a plus eu de tonte sur ce terrain. Et donc déjà, le premier été, on a eu la chance de voir fleurir du millepertuis, de voir fleurir la tanésie, de voir pousser du plantain. Donc toutes les plantes sauvages, spontanées, naturelles du lieu, si on ne tombe pas, on a eu la chance de les voir apparaître. Et ça, c'était déjà une première satisfaction. La verdure, la nature, etc., les hautes herbes. Donc ça, c'était la première satisfaction. Et là, il n'y avait pas besoin de faire grand-chose. Juste admirer, laisser faire Ouais, c'est ça. et arroser, donc arroser les arbustes plantés. Mais il y a beaucoup de choses naturelles. Si l'homme n'intervient pas, la nature est tellement belle déjà spontanément. Ouais, et c'est ça que je retiens. L'une des choses que je retiens de cette petite visite aussi, c'est vraiment le laisser faire. Le fait que, voilà, enfin, il y a beaucoup de plantes, en fait, il faut les laisser vivre. Vous disiez que, du coup, en 2021, 2022, il y a eu des étés assez secs, donc il y avait un besoin d'accompagnement des Mhm, petites plantes, mhm, etc., en fait, comme des enfants, mhm. finalement. Mais que, quand, voilà, on a des étés qui sont pas trop violents et quand les plantes ont un certain âge, en fait, voilà, c'est automatique, quand c'est naturel, ça s'entretient tout seul, quoi. Tout à fait. Donc, on a commencé à planter à l'automne 2021 et on a déjà eu la chance, donc notamment à l'été 2024, d'avoir les premiers fruits. On avait même un petit pommier qui paye pas de mine, mais il avait des grosses pommes comme ça. Il croulait sous les fruits. Après quoi? Après 2 ans et demi, enfin 3 ans. Mais c'était impressionnant, quoi. Ouais.
Donc, parfois, ça va très, 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 très vite. Et bon, là, je parle des fruits, mais faut pas oublier de parler des fleurs, les fleurs du pommier qui sont tellement magnifiques, blanches et roses comme ça, et qu'on admire, voilà, en fait, on est vraiment ravis, émerveillés parce qu'on a réussi à créer. Donc, bon, on parle de Guy et de moi, mais je voudrais pas oublier de Bien citer sûr. aussi tous les bénévoles qui nous entourent, qui nous accompagnent, hein. On est une dizaine à peu près à œuvrer. Donc, c'est quand même vraiment une grande satisfaction de voir les fleurs, de voir les fruits, de voir les insectes, de voir les orvées, de voir les abeilles charpentières. Enfin, c'est un ravissement. C'est un ravissement. Et est-ce que tu peux nous parler de deux, trois plantes qu'il y a dans ce jardin naturel? Qu'est-ce qu'on y trouve? Quelles sont les, je sais pas, tes affinités particulières avec certaines plantes? Alors là, on se trouve sous un acacia boule, c'est Mhm, ça? mhm. Et qui nous procure une ombre assez merveilleuse et qui est très très beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu as envie de nous faire découvrir? Donc là, effectivement, c'est le faux acacia taillé en boule, donc qui est très, très charmant comme parasol naturel. Il y a tellement de plantes, c'est très difficile pour moi Ouais. cette question. Après, une biodiversité naturelle et qui est magnifique, c'est le magnifique tilleul, tu vois, que tu peux Ouais. observer là, qui sera en fleurs dans plusieurs semaines et qui va embaumer de son délicat parfum. Après, tout à l'heure, lors de la visite, je voyais la bourrache en fleurs avec ses magnifiques fleurs de bleu vif. Je voyais le romarin en fleurs. Il y a tellement, tellement de fleurs. Après, on a aussi des plantes un peu décalées, des arbustes un peu décalés, c'est-à-dire qui vont fleurir en hiver. Donc, je pense aux chèvrefeuilles d'hiver qui fleurit en hiver avec des fleurs blanches et jaunes d'un parfum vraiment très délicat et qui maintenant ont de magnifiques fruits en forme de cœur qui ne sont pas comestibles mais qui sont tellement jolis. Je pense au chalef Eleagnus, un bel arbuste aussi dont le feuillage sent très bon. Il a des fleurs à l'automne et les fleurs se transforment en fruits au début du printemps. Les fruits sont très agréables aussi bien pour les oiseaux que pour nous. Il y a tellement de plantes, je crois que si on commence Ah sur oui, ce oui. terrain-là, mais c'est... L'inventaire va être compliqué. Et peut-être pour ne pas oublier le chardon-marie. Alors s'il y a une plante que je conseille aux fans de biodiversité qui ont de la place, pas forcément dans un potager parce que ça risque d'être envahissant après parce que ça se propage beaucoup, mais dans un verger par exemple ou sur un grand terrain, du chardon-marie, c'est très très beau aussi pour la biodiversité, pour les insectes. Enfin, la liste est longue. Ouais, en fait, chaque plante a son anecdote et c'est Tout à fait. incroyable. Là, je retiens une plante que j'ai découverte ce matin, c'est le cabaret des oiseaux. Et en fait, du coup, c'est une tige centrale qui est assez épaisse. Et en Exactement, fait, c'est un chardon en fait, ouais. c'est une variété de chardon. Certains chardons servaient dans le temps à filer la laine, hein, puisque Mm. ça permet de filer la laine. Et ce chardon-là a la particularité d'avoir des feuilles très pointues, très longues, dans lesquelles l'eau va stagner. Et même l'eau de la rosée va stagner dans ses feuilles au croisement et permettre aux oiseaux, aux insectes de venir boire. Donc c'est aussi une merveille de la nature, ce C'est ça. cabaret des oiseaux. Et il a l'intérêt, si on le laisse monter en fleurs et monter en graines à la fin de l'été, que durant l'hiver, les chardonnerets y trouvent une source de nourriture en venant manger les graines, en venant picorer les graines sur le pied. Et là, vous êtes doublement gagnant puisque vous avez la richesse, la beauté de la fleur et après, vous avez ces oiseaux magnifiques qui sont jaunes et Et rouges, rouge. magnifiques, Ouais. qui viennent en hiver et vous observez ça. Alors là, vous êtes vraiment C'est ça, les ravis. chardonnerets qu'on appelle aussi les chardonnerets élégants Exactement, parce qu'ils sont exactement. vraiment élégants. Tout à fait. Et pour avoir la chance de les voir, il faut vraiment avoir des plantes qui montent en graines durant l'hiver. Ils viennent beaucoup moins au mangeoir. Eux, leur truc, c'est vraiment de picorer sur pied. Au fond du jardin, il y a un sureau qui est attenant à Faux un acacia. faux acacia fleuri. Et tu me parlais de la relation spéciale entre eux. Mhm. C'est Tout quoi à cette fait. relation? Tout à fait. Donc, on a planté 65 arbustes dans notre haie champêtre, 22 variétés différentes. Et donc, dans cette haie champêtre, bien sûr, il y a une vingtaine de variétés. Chaque arbuste se développe un peu différemment. Mais on a planté 3 sureaux. Et sur ces 3 sureaux, il y en a vraiment un qui a un développement majestueux et un développement impressionnant. Et on a compris maintenant qu'il bénéficie au niveau racinaire, au niveau souterrain, de l'influence justement de ce faux robinier, de ce magnifique arbre qui fait peut-être 30 mètres de haut Ouais.
Et je pense que le jeune Sureau a profité des apports et des relations souterraines entre les champignons du sol et le système racinaire du faux acacia. C'est ce qu'on appelle les mycorhizes. Et donc, il y a vraiment une relation qui s'est faite et une belle relation. Et le jeune arbuste a profité vraiment du système racinaire du vieil arbre. Et c'est l'intérêt justement de ne pas faire de coupe rase dans les forêts, mais de laisser de vieux arbres sur pied, de laisser différentes générations d'arbres et de faire des coupes ponctuelles, ciblées de certains arbres, puisqu'il le faut pour le bois, hein. On ne peut pas empêcher l'exploitation parfois de certaines forêts qui sont plantées dans ce but, mais de ne pas faire de coupe rase et justement de laisser différentes générations, parce que les jeunes arbustes qu'on plante profitent justement du système racinaire du mycélium des autres. On Ouais. apprend des personnes âgées. C'est un peu la Exactement. même C'est chose. comme pour les humains. Oui, on apprend tellement des personnes âgées. Tout à fait. Ouais. Quand on rentre dans ce jardin, il y a vraiment une impression de luxuriance. Et je pense que c'est parce qu'il y a 2 choses qu'on voit pas forcément dans des jardins, on va dire classiques. Déjà, les herbes sont plutôt hautes. Et puis il y a tout ce que vous appelez enfin tout ce qu'on appelle les mal aimés. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Donc effectivement, par rapport aux herbes hautes, c'est un choix de laisser les herbes hautes. On ne coupe pas beaucoup à l'oasis. On coupe essentiellement pour faire des passages, pour les allées, pour les visites. Mais on laisse les herbes hautes et on laisse surtout des herbes hautes aussi pendant l'hiver parce que ce sont des refuges pour les insectes, pour les cocons. Donc ça, c'est une première chose. Et après, on a différents coins pour les mal-aimés. Donc on va avoir des orties, on va avoir des ronces, on va avoir du lierre, pour citer les principales. Et ces mal-aimés sont essentiels aussi pour la biodiversité, pour certaines espèces d'insectes, de papillons. Pour parler uniquement des orties, donc les orties permettent à 20 espèces de papillons de pondre leurs œufs sur les feuilles d'ortie. Les chenilles vont se nourrir des feuilles d'ortie et après les papillons vont pouvoir éclore et faire leur chemin. Mais c'est essentiel. De même pour les ronces. Les ronces sont de magnifiques fleurs qui sont très butinées, qui sont très bien pour les insectes. Et le lierre est une plante juste magnifique parce que vous pouvez avec quelques feuilles de lierre laver votre lessive. Les abeilles, à la fin de l'été, vont bourdonner. Ça va vous faire un concert sur les fleurs du lierre. Et c'est un peu décalé par rapport aux autres fleurissements. Donc, c'est très important pour elles, à la veille de l'hiver, avant l'hiver, de faire des réserves aussi pour mieux subsister en hiver, puisque selon le froid, etc., ça va les mettre à rude épreuve. Et après, vous avez les belles baies qui vont servir de nourriture durant l'hiver, aux merles notamment, mais à d'autres oiseaux aussi. Donc, le lierre, ce n'est surtout pas un parasite pour l'arbre, au contraire, avec le changement climatique, le réchauffement, les feuilles de lierre sur le tronc d'un arbre le protègent de la chaleur. Et le lierre ne fait pas un poids, il incommode pas l'arbre. Et surtout, contrairement au gui, le gui est un parasite pour les arbres, c'est vrai, parce qu'il rentre dans la sève, il rentre dans l'écorce. Mais le lierre est juste une protection superficielle de l'écorce de l'arbre. Et c'est uniquement vraiment quand il entre dans la cime terminale, etc., que parfois il peut être un peu gênant, un peu étouffant. Mais je veux dire, avant, il n'y a vraiment aucun souci. Et il y a même des nids d'oiseaux dans le lierre. Enfin, c'est top. C'est toute une biodiversité qui se recrée et en parlant de biodiversité, moi j'aimerais rappeler quelque chose, faire un petit lien. Quand on parle d'écologie, il y a souvent encore cette vision un peu anthropocentrée, pardon, de sauver la planète pour sauver l'humanité aussi. Et là, en fait, on parle de biodiversité en elle-même et on pourrait se dire où est la place de l'humain. Avant, je te disais à quoi servent les mal-aimés. C'est peut-être un peu mal formulé. En fait, elles servent à plein de choses, mais toutes les plantes, tout ce qui nous entoure, ont des fonctions pour elles-mêmes, mais aussi pour l'humain. En fait, on ne se rend Mhm. pas compte que la biodiversité, là, on parle des relations entre les plantes, mais elles nous permettent d'assurer des conditions de vie sur Terre qui sont propices aussi à nous, les humains. Et du coup, voilà, parler d'écosystèmes, de conserver les écosystèmes, c'est pas juste une passion à côté, c'est que ça bénéficie à l'atmosphère, ça bénéficie au climat, ça bénéficie à chaque espèce vivante. Donc c'est assez incroyable. Là, au milieu du jardin, vous avez une petite cabane végétale
Et en fait, voilà, avec le printemps, les feuilles ont poussé, donc ça permet un ombrage qui est assez important. On est rentré dedans 2 secondes et aujourd'hui il fait doux, mais on sent le soleil et en fait en y entrant tout de suite, je me suis sentie mieux. En fait, les plantes ont la Mm. végétalisation permet vraiment une régulation du climat qui est assez Tout à importante. fait, hyper importante actuellement, parce qu'effectivement, tout le monde parle du réchauffement climatique, mais les arbres sont tellement importants parce qu'il y a des études, des statistiques qui donnent les chiffres exacts. Bon, moi, je les ai pas en tête, mais on l'a constaté nous-mêmes. Et c'est vrai qu'un arbre apporte de la fraîcheur. Un arbre apporte de la fraîcheur. Et pour aller dans ce sens, il est prouvé, et vraiment, c'est impressionnant, les statistiques, que si on ne tombe pas l'herbe trop rase, la différence de température au sol est différente. C'est-à-dire que plus on tond l'herbe rase, plus le sol va être chaud. Et si on laisse même peut-être 10 centimètres de plus d'herbe, ben, ça atténuera le degré de chaleur. L'herbe sera moins chaude et moins brûlée. Parce que si on coupe à ras, on voit souvent en été là, les pelouses, les herbes, les jardins, tout est desséché. Parce qu'il n'y a plus la protection de l'herbe. Donc ça va dans ce sens. Et pour parler de l'importance de la biodiversité et de ce qui nous entoure, je crois que c'est Albert Einstein qui a dit, le jour où la dernière abeille disparaîtra, il ne restera que quelques années à l'humanité. Donc je veux dire, la nature, les abeilles, les hommes, c'est tellement interrelié, et les effets des uns sur les autres, c'est tellement important. Et pour en revenir à la nature, je veux dire, actuellement, tout le monde dit aussi que l'homme est trop déconnecté de la nature. On est trop déconnecté par notre travail, par le mode de vie, bref, peu importe, par notre comportement, nos habitudes. On est déconnecté de la nature, et c'est pour ça qu'actuellement, on parle tellement de sylvothérapie et d'autres thérapies, mais le lien avec la nature, la connexion avec la nature, d'être plus au contact de la nature, de jardiner, les mains dans la terre, des choses comme ça, c'est très, très important. Mais c'est encore un peu sous-estimé. Tout le monde n'est pas encore convaincu, mais on y revient de plus en plus. Mm. Et c'est un petit peu ce que faisaient nos ancêtres, hein. Ils étaient beaucoup dans le jardin, ils étaient dans la forêt, ils coupaient du bois. Bon, je veux pas revenir aux chasseurs-cueilleurs, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est Bien ça, sûr. en fait, quoi. La nature, je veux dire, la nature est là pour nous aider, parfois pour subvenir à nos besoins, pour nous nourrir. On a beaucoup de plantes à l'oasis, effectivement, on t'en a fait découvrir. Il y en a beaucoup qu'on peut manger, qui sont très bonnes, Mm. qui sont bourrées de vitamines. Enfin, il y a tellement, tellement, tellement d'aspects. Et des vertus médicinales aussi pour Également, certaines. bien sûr, celles qui vont être amères vont être bonnes pour le foie, pour la digestion, tout à fait. Et nos grands-mères souvent connaissaient les plantes. Et je sais que ma grand-mère, pour revenir à mon enfance, au printemps, son truc, c'était les pissenlits, hein, dans les Mm. champs. Elle cherchait des C'est vrai. pissenlits, on faisait La des salades salade de de pissenlits. pissenlit. Et je crois que ça m'est resté, moi, au printemps, j'aime toujours acheter du pissenlit Ouais. pour faire ma cure. Je les cherche pas dans les champs parce qu'actuellement, on sait pas trop. Mais elle, à l'époque, c'était les pissenlits, hein. Mm. Ça m'est resté, ouais. Ouais, et tu parles de cette connexion à la nature. Moi, souvent, je parle de mon grand-père qui a 94 ans aujourd'hui, qui est toujours en forme et qui m'a beaucoup, beaucoup appris. J'ai eu la chance de grandir à ses côtés avec ma grand-mère aussi, qui ont été souvent là pour ma sœur et moi dans notre éducation. Et malgré son côté, il connaît énormément de choses de la nature. Il est né en 1931, donc c'est une autre vie, une autre époque, un autre monde, voire. Et malgré ça, tu vois, je vous disais, à Guy et toi, je découvre tout en fait. J'ai 23 ans et je me rends compte que malgré mon appétence pour la Mhm, protection du vivant, il y a tellement de choses que je connais pas en termes de biodiversité et ça montre quelque chose, quoi. mhm, mhm. Tout à fait, tout à fait. Euh, pour revenir au côté humain, le jardin naturel, l'oasis de biodiversité, vous le faites visiter à plusieurs publics, dont beaucoup d'enfants. Mhm, Alors, on retrouve ton lien à mhm. l'enfance, à la jeunesse, à la pédagogie. Comment ça se passe? Quels enfants viennent? Quand? Comment? Mhm. Alors, quand on a créé l'Oasis de biodiversité, en fait, j'avais deux objectifs. C'était la sensibilisation des personnes au manque, au déclin de la biodiversité, puisqu'il faut quand même savoir, alors je ne sais pas si j'ai les bons chiffres en tête, mais je crois que on a perdu au moins 50% de la biodiversité globalement dans les 20 dernières années. C'est quand même de cet ordre-là. Donc, on parle beaucoup du réchauffement climatique, c'est beaucoup dans les médias, on en parle beaucoup, mais on parle moins, je trouve, du déclin de la biodiversité. Euh,
Et pourtant, c'est essentiel. Et tous les jours, il y a une espèce qui disparaît, qu'elle soit végétale, qu'elle soit animale, etc. C'est vraiment à ce point-là. Et l'homme en est en partie responsable. Donc, moi, je me suis sentie, comment dire, comme appelée, bon, c'est peut-être un grand mot, mais j'avais cette conviction profonde de faire ce projet pour sensibiliser les concitoyens, les gens, au fait de faire autrement, moins tondre, laisser des zones différenciées, laisser des zones en hiver, etc. Sensibiliser, faire des refuges de bois dans un jardin, des refuges de feuilles mortes, des refuges de branches, etc. Tout ça comme refuge naturel, refuge à insectes, hôtel à insectes. On n'a pas besoin d'acheter un hôtel à insectes dans le commerce. Si vous avez un coin de jardin, vous laissez un petit peu du bois, des feuilles, des branches. Ce sera très bien pour un hérisson, pour passer l'hiver, par exemple. Donc ça, c'était une volonté, sensibiliser le public, les adultes, aussi avec un verger pédagogique, mais également sensibiliser les enfants. Et mon rêve, c'était de trouver des enseignants motivés à porter ce projet avec nous et à venir avec les enfants des écoles pour faire des choses à l'Oasis, un peu comme l'école dehors, que je trouve super, Mm. un petit peu comme ça. Et donc, le hasard a voulu que deux enseignantes viennent à nous. L'idée de base, c'était une grainothèque. Ok. Donc, elles m'ont branché sur la grainothèque pour savoir si on pourrait faire ça avec elles. On a dit avec plaisir, puisque forcément, il y a beaucoup de plantes, on peut récupérer beaucoup de graines selon les saisons. Et c'est moi qui lui ai demandé si elle voudrait pas justement venir régulièrement à l'Oasis avec les enfants. Et donc, ça a matché. Et donc, ça fait déjà 2 années scolaires maintenant que ces deux enseignants de CP, donc ce sont de jeunes enfants, viennent à pied d'une école de Bichueller jusqu'à l'Oasis. En général, c'est le jeudi après-midi. Et donc, ça se passe beaucoup avec Guy. Il y a 30 enfants qui viennent. Ils font 3 groupes. Donc, il y a une dizaine d'enfants avec Guy. Et lui fait différentes activités avec les enfants. Ça peut être l'observation des insectes. On a acheté des boîtes loupes. Ça peut être le toucher, les plantes qui piquent, les plantes velours. Ça peut être le sentir. Ça peut être l'écoute des oiseaux, l'observation, les questions, etc. Donc, ça nous tient vraiment à cœur. Et les ateliers tournent et les autres enfants font d'autres activités avec les maîtresses pendant ce temps. Et ça nous tenait vraiment à cœur et je trouve que c'est chouette. Peut-être aussi en lien avec mes expériences à l'école de Kehl, où Mm. j'avais enseigné à des enfants dans ces tranches d'âge. Maternelle, c'est peut-être un peu petit, un peu trop long, comme ça un après-midi. Pourquoi pas, on ferme pas les portes à des écoles de maternelle qui voudraient venir, hein, j'ai pas dit ça. Mais là, un projet sur une année scolaire, c'est vrai que 6, 7 ans, je trouve que c'est très bien. Et le plus beau cadeau un jour que mon mari a eu, c'est à la fin de l'année scolaire, un gamin disait, maintenant je sais ce que je veux faire plus tard, je veux être jardinier. Wow. Et ça, c'était trop C'est beau pour lui. Ouais, extraordinaire. c'est extraordinaire. Donc vraiment les liens qui se créent, les enfants qui sont admiratifs, qui découvrent des choses et tout. Et après, on participe toujours à Bicholer à la flânerie au jardin qui aura lieu cette année le 31 mai et le 1er juin. Et lors de la flânerie au jardin, donc les enfants en profitent pour venir avec leurs parents. Et c'est les enfants qui font la visite de l'oasis aux parents. Incroyable. Et c'est chouette. Ils ont envie de partager Bah ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont vu, ce qu'il y a. Et ça, c'est aussi très chouette, c'est quoi. fou. Et c'est Ouais. là aussi le côté pédagogique Exactement, exactement. De de... sensibiliser, Ouais, de leur montrer des choses, les odeurs des plantes et tout. Et je pense que c'est des choses qui vont rester. Et puis le contact, quoi. Non, ça nous tenait à cœur. C'était les deux axes, quoi. ouais, et puis il y a plein d'aspects ludiques, le fait de toucher Mhm, directement les feuilles qui ont des textures très mhm, différentes, de mhm, montrer, voilà, ça c'est ce qu'on appelle, voilà, il y a plusieurs mhm, espèces de mhm. framboises, Tout à fait. De santé, goûter aussi, j'ai de oublié, ils goûter, goûtent aussi de les goût. fruits, bien sûr. On a aussi plein de petits fruits, donc les cassis, les groseilles, les casseilles, les groseilles à macro et les framboises. Et les enfants se régalent. Ça, forcément, ça fait partie du petit plus. Et aussi de grimper dans les arbres, parce que le tilleul, là, il se prête vraiment bien. C'est Et vrai. donc, parfois, ils font des séances photos à tour de rôle où chaque enfant a une photo de lui dans le tilleul. Ça, c'est un arbre qui est très bien aussi, qui plaît beaucoup. Et donc, les enfants des écoles ont construit le dôme en osier. Ça, Ouais, c'était leur projet aussi, qui est magnifique. il est Oui. très très beau. Mm. Et tu me disais, oui, le jardin, ça a vraiment ce côté de partage. Mhm. Je pense que chaque enfant, chaque personne, moi, je vais repartir Mhm. avec voilà, plein de choses en tête, de l'apprentissage, de beaucoup de plantes. Et tu disais qu'à l'inverse, il y a aussi des gens qui vous apprennent des Bien choses sûr, bien ou sûr. qui vous proposent d'intégrer telle ou telle plante dans le jardin. Bien sûr, on était encore cette semaine à Reichshofen chez des personnes qu'on a croisées une fois à l'Oasis. Elles avaient vu des choses à l'Oasis et cette année, cette semaine, on est allé chez eux parce que ils nous avaient appelés, ils nous avaient dit on a une plante pour vous, si vous voulez, venez la chercher. Du coup, on a visité leur jardin qui est magnifique
et ils ont un jardin donc un peu plus entretenu avec des vivaces, des plates-bandes et qui est plus tondu. Et récemment, ils ont acheté un terrain où ils laissent pousser les herbes, ils plantent plus à la sauvage, etc. Donc un petit peu comme une mini-oasis qui s'est créée là-bas. Et un lien s'est fait et nous, on leur a amené du poireau perpétuel. Eux nous ont donné des plantes vivaces pour l'oasis. C'est ça le lien, les échanges, les partages. Donc partage de connaissances, partage de plantes aussi. C'est très chouette d'avoir des plantes, des amis à l'oasis et nous, on leur donne des plantes. On fait aussi parfois des bourses aux plantes. On a aussi déjà fait. C'est toujours intéressant de partager des choses avec les gens qui ont les mêmes valeurs que soi maintenant, avec toi en l'occurrence, pour ton engagement pour le climat, pour la nature, etc. Euh, Comme d'autres engagements pour les jardiniers. Les jardiniers ont quand même toujours une approche de la terre, du vivant, etc. Donc c'est toujours très chouette. Ouais, un jardin naturel, un espace naturel, finalement, c'est des lieux qui portent aussi la marque des rencontres et Mhm, mhm. c'est très très beau. Et pour aller dans ce sens, chaque jardinier est différent et chaque jardin est différent selon le jardinier. Donc, c'est toujours chouette aussi. Parce que le jardin, c'est le reflet de ce que le jardinier a envie de faire, de son amour de la terre, de son amour des plantes. Tout à fait. Et je me demandais aussi, on parle d'un projet finalement un peu carrément d'intérêt général. Est-ce que les gens de Bischwiller, comment on les appelle les Bischwillerois, est-ce que eux, ils sont tous au courant de l'existence de ça? Est-ce que, voire même quand vous avez commencé avec ce projet, est-ce qu'il y a eu de quelconque résistance pour l'établissement de ce projet ou pas du tout? Résistance, non, puisque comme la ville nous a donné le terrain et qu'on avait de l'argent par ailleurs de la région Grand Est, donc là, il n'y avait pas de résistance. Par contre, on n'est pas encore assez connu à mon goût à Bischwiller, parce que pour donner un exemple récent, il y a des nouveaux habitants qui résident à Bischwiller depuis 2 ans à peu près, qui viennent d'ailleurs et qui avaient entendu parler de l'oasis de biodiversité, mais ils n'avaient pas réussi à savoir où elle était. Donc, ils ont profité d'une ouverture de l'Oasis le 22 mars lors de la balade intergénérationnelle. Ils ont visité l'Oasis et ils nous ont expliqué leurs difficultés à nous trouver et à savoir où on était et nous contacter. Et donc, depuis, maintenant, ils sont membres de l'Oasis et puis ils nous aident. Ok. Est-ce que, il y a peut-être un travail de communication à faire dans ce sens aussi? Oui, effectivement, il y a un travail de communication. Je vais en profiter actuellement, comme je ne travaille pas pour le moment, peut-être de travailler un petit peu la communication. Et ces nouveaux amis là de l'Oasis, justement, elle est très branchée réseaux sociaux. Elle m'a déjà dit, on va créer un compte Instagram Ah pour bah, l'Oasis, etc. Donc, elle, c'est son envie et c'est très bien comme ça. et je pense que ça peut être Oui, une bonne idée. Ça peut oui. être un compte Instagram Mhm, original mhm, et en plus très Instagrammable, mhm, parce que ça c'est un mot aussi, ça veut dire que je pense qu'il y a de très belles photos mhm, à faire mhm. et donc ça peut bien fonctionner, c'est une bonne idée. Voilà, donc c'est ça aussi qui est bien les apports. Chaque personne qui rejoint l'Oasis a d'autres compétences et on aime bien ça parce que les uns jardinent, les autres pas, les autres sont plus réseaux sociaux, les autres sont dans la com, les autres sont bricoleurs. Chacun apporte ses compétences et on accueille tout le monde comme il est. Ok, super. Est-ce qu'il y a, en lien avec l'oasis de biodiversité, là on parlait de la com, mais est-ce qu'il y a, je sais pas, d'autres projets liés à ça qui vont voir le jour ou Tout pas? à fait. Actuellement, on travaille sur un projet de panneau pédagogique. C'est-à-dire que j'aimerais bien, par exemple, auprès des tas de bois, des tas de feuilles, auprès des arbustes aussi, ou auprès de la haie champêtre, mettre des panneaux pédagogiques. Alors, comme je suis très branchée franco-allemand, j'aimerais bien qu'ils soient en deux langues, donc français et allemand, et pour expliquer pourquoi on fait ceci, pourquoi il y a les herbes hautes, etc. Je trouve que c'est très important, même si nous, on le fait verbalement lors des visites, on peut pas toujours être à côté de chacun, etc. Et je trouve que premièrement, c'est joli. Et la com est en place et ça permet aussi parfois aux gens de flâner comme ça un petit peu individuellement et d'avoir les informations sans qu'on soit à côté d'eux. Donc ça, c'est un projet. Et actuellement, nos projets sont un peu en stand-by parce qu'on n'a plus de fonds actuellement. Ok. Donc là, actuellement, je suis aussi en train de voir qui pourrait nous financer, notamment pour ces panneaux pédagogiques. Et on a aussi une toute petite mare. On Ah, aurait peut-être un projet de mare aussi, mais pour l'instant, ça coince aussi au niveau des fonds. Donc voilà, pour l'instant, on fait comme on peut. Il y a des choses qu'on peut faire sans argent, hein. Il n'y a rien ouais, qu'avec de l'huile de coude, hein. c'est vrai. Donc voilà, mais on a des projets, oui. Oui, on Ok, a des projets. super. Est-ce que toi, Véronique,
au-delà d'Oasis de biodiversité, tu as d'autres projets perso et où est-ce que plus largement, il y a un sujet, donc j'ai bien compris que la biodiversité, c'était quelque chose qui te tient, qui te touche profondément. Est-ce que tu as je sais pas, peut-être un autre projet en lien avec ça, ou est-ce que toi, dans ta vision du monde, il y a quelque chose que tu aimerais voir profondément changer? Alors actuellement, mon projet, c'est vraiment beaucoup l'oasis de biodiversité et je prends un peu plus de temps actuellement comme je ne travaille pas. L'oasis de biodiversité est surtout en lien avec le transfrontalier parce qu'il y a un autre projet, donc je travaille beaucoup sur l'oasis de biodiversité actuellement, mais aussi sur un autre événement dont je me réjouis beaucoup. C'est le 29 juin à près de Landau, à Kleinfischlingen en Allemagne, une fête franco-allemande de la nature. Ok. Et donc c'est l'oasis de biodiversité qui prépare ça avec Naturverein Südpfalz, donc des amis dans le Palatinat. Et donc, ça aura lieu chez eux et il y a beaucoup de travail à faire. Le flyer, le programme, contacter tous les participants, toutes les structures, etc. Donc, ça m'occupe aussi beaucoup. Et ça me tient très à cœur parce que je trouve que le transfrontalier autour des thèmes de la nature, c'est tellement beau. On avait déjà créé un événement le 21 janvier à Bischweiler dans le même esprit, où eux étaient venus chez nous avec des conférenciers, etc. Donc ça, c'est vraiment une thématique. Et comme dit, également via LinkedIn, je m'engage beaucoup, je communique beaucoup, je transmets beaucoup les informations pour sensibiliser les gens, qu'on arrête aussi d'abattre tous ces arbres centenaires ou bicentenaires qui gênent pour construire un parking. Donc on respecte plus le vivant, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qu'on respecte le vivant, qu'on comprenne le vivant, qu'on le respecte. Donc c'est vraiment en ce moment ma motivation principale. Euh, Comme dit, si chacun faisait un peu quelque chose, ce serait magnifique parce qu'on parle d'oasis de biodiversité, d'accord. Mais si chaque citoyen, dans son jardin, quand il a la chance d'en avoir un, faisait un minimum autrement, différemment, pour favoriser le vivant, ce serait tellement chouette, quoi. Ouais. Et c'est ça. Et souvent, on dit que si chacun fait un peu, après, ça va se réunir et on aura tout l'univers qui va un peu fonctionner comme ça. Donc moi, je me dis, semer des graines un petit peu pour aller dans ce sens. C'est vraiment pour la biodiversité, c'est vraiment actuellement ma motivation, je Ouais. dirais. Semer des graines au sens figuré comme Aux deux sens, au exactement, au sens figuré. propre et au figuré. Au propre et au figuré. Aussi avec la Grainothèque, qui est un chouette projet aussi, C'est que la ça. médiathèque de Bischweiler a initié. Et on y participe aussi avec toutes ces graines ouais, qu'on récolte. Et tu parlais aussi du fait que les projets transfrontaliers, ça te tient particulièrement à cœur. Et je comprends pourquoi, parce que dans la dimension écologique aussi, il n'y a aucune frontière. En fait, la Mhm, nature, elle est mhm, partout. Ça me fait penser à un événement euh, pour lequel j'avais été invitée, auquel j'ai participé le 19 janvier dernier au Kaléidoscope, justement. C'était l'association Octopus, qui nous avait de Lola Hoth, avec qui j'aimerais faire prochainement un épisode aussi, qui est d'ailleurs aussi ambassadrice du pacte climat de l'Union européenne comme moi. Et j'adore ce qu'elle fait. Elle avait organisé cet événement transfrontalier pour parler des enjeux de l'eau, de la mhm, mer et du Rhin, mhm, ce fleuve qui nous est commun au territoire français et allemand. Et il y a vraiment cette problématique de le Rhin, sa protection, elle nécessite l'engagement des parties françaises et allemandes. Et je trouve que l'écologie, par essence, ça permet de rassembler aussi. mhm. Ça permet de rassembler. Et comme dit, grâce à ce projet transfrontalier donc, que j'ai initié en janvier 2024. On avait un partenaire donc du Palatinat justement, mais on avait également un autre participant qui venait de Baden-Württemberg, qui est aussi très engagé, qui était longtemps un des responsables du NABU, hein, c'est quelque chose qui s'occupe de l'écologie, etc. en Allemagne. Il est à la retraite, mais il est très engagé aussi au niveau associatif pour justement le vivant, pour entretenir les paysages différemment, etc. Donc je veux dire, des projets comme ça, on rencontre souvent de belles personnes, et il y a des beaux partages qui se font. Et pour en revenir au Rhin, justement, un de mes partenaires, là, actuellement, il travaille comme consultant pour le projet Renaissance, qui est un gros projet Interreg, justement pour renaturer le Rhin. Enfin, j'ai pas tous les éléments, mais un magnifique projet, bien sûr, transfrontalier. Moi, je trouve autant unir les forces et unir, comment dire, les connaissances, enfin, le partage de connaissances. Oui, moi, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Oui. Je suis d'accord avec toi. Euh, pour terminer, dernière question. Est-ce que tu aurais, toi,
je sais pas, un petit conseil culturel, un livre, un podcast, un film, je sais pas, une pièce de théâtre ou quelque chose que tu aurais, ou encore autre chose, voilà, que tu aurais envie de nous partager. Il y en a toujours trop. Il y en a toujours beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je crois que plutôt un livre, parce que là, il n'y en a pas qui me vient. Je voudrais te partager deux citations. Dis-moi. Euh, Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et une autre que j'aime bien, celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat pas a déjà perdu. La Mm. deuxième, c'est Bertolt Brecht qui l'a dite. Donc ça, ce sont deux citations que j'aime bien aussi, parce que parfois, c'est vrai, quand on veut faire bouger les choses, et je pense que tu l'as remarqué toi-même, quand on veut faire bouger les choses, faire évoluer les choses, parfois, il y a quand même des résistances, il y a des sceptiques, il y a, comment dire, on a des embûches, etc. À chaque fois, il faut se relever. Euh, donc parfois c'est pas évident et j'aime bien parfois me raccrocher à certaines citations qui me motivent, qui me stimulent. Voilà. Et c'est vrai, et même des fois se battre aussi avec soi-même parce que c'est de l'énergie Mhm. à créer pour pouvoir produire tout ça. En tout cas, merci pour cette discussion, Véronique. Merci de m'avoir accueillie dans cette oasis absolument merveilleuse. Et pour ceux et celles qui nous écoutent et qui sont en Alsace, franchement, venez à Bischwiller, venez découvrir cette oasis qui est absolument splendide. Et si vous avez des jardins, euh, laissez pousser l'herbe, laissez les haies sauvages s'implanter, parce que la biodiversité, non seulement c'est joli, mais ça nous fait du bien à tous. Et finalement, merci pour cette conclusion. Et finalement, je dirais que ça ne fait pas du travail en plus, mais ça fait moins de travail. Mm. Donc laissez pousser, ça fait moins de travail. Vous tondez moins, vous faites autre chose, vous lisez de jolis livres inspirants, vous faites de belles balades, vous vous détendez dans votre jardin, vous avez moins de travail et vous profitez de votre jardin. Et vous pouvez faire des siestes dans des cabanes végétalisées si vous en faites. C'est absolument génial. Merci Véronique et à très bientôt. Merci beaucoup Léa pour ta visite et pour cet entretien. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura parlé d'une manière ou d'une autre. Et merci à Elodie Delcé pour le montage. Si tu as aimé et que tu veux suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour rester informé dès qu'un nouvel épisode sort. N'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram, Léa-RTHG, pour me faire des retours sur ce que vous en avez pensé. À très vite!